très nombreux d'abord d'être quarantaine dans l'amphithéâtre, in vivo. Il était temps. C'est la 4e conférence du Cercle des Amis de l'Institut et c'est la première, au fond, on peut se voir. Donc merci à ceux qui sont là d'être là. Merci à ceux qui sont in silico à distance d'être là. Ils sont nombreux, plus de 150, donc on n'est pas loin de 200 pour une conférence qui est assez exceptionnelle. On a parlé de la riposte d'Imagine face à l'épidémie, et comment des généticiens, des immunologistes peuvent traiter une maladie infectieuse, ça paraît paradoxal. C'était une première conférence. Alain nous a parlé de la vaccination, on a parlé des traitements innovants dans des maladies du développement, des maladies squelettiques, et aujourd'hui, on voulait faire, et je sais qu'il ne va pas aimer le mot, un petit retour en arrière, mais ça ne sera pas un retour en arrière parce que Claude Gresselli, ce n'est pas sa posture du tout, en hommage en fait, en hommage à l'occasion de la sortie du livre de Claude Gresselli, L'enfant sans défense, que vous avez en main pour certains, que vous allez avoir bientôt en sortant de l'amphithéâtre tout à l'heure, qui est un livre formidable. C'est une vie pour ces enfants. C'est épatant, c'est pétillant, c'est des leçons à tous les instants. Imagine, je le signale, c'est qu'un chapitre sur 18, mais c'est le dernier. C'est un chapitre, c'est peut-être le plus beau, mais il y a 17 autres chapitres qui nourrissent l'idée d'Imagine et qui disent qui expliquent comment Claude a pu rêver, faut rêver, comment a pu rendre un rêve collectif, ça c'est déjà encore plus fort, et comment il a pu réaliser un rêve l'ayant rendu collectif. Et ça, c'est très fort. Mais Imagine, c'est pas qu'un institut de recherche, il le dit d'ailleurs dans son livre, c'est pas un ensemble de chercheurs, de médecins, de scientifiques, c'est aussi une sorte d'état de grâce. Vous en faites partie, les amis d'Imagine, les bienfaiteurs, les donateurs, nos ambassadeurs, et vous faites partie de cet état parce que vous nous apportez un regard qui est inouï, et c'est aussi grâce à Claude qu'on peut avoir cette espèce de retour de la vie sur image, sur ce qu'on fait, et c'est grâce à vous, c'est grâce à ce montage exceptionnel, à cette unité de lieu. Puisque Claude n'avait pas envie qu'on fasse comme un regard en arrière, mais qu'on sache quand même qu'on a des racines, qu'on a une tradition, qu'on est bien implanté dans le terreau de Necker-Enfants Malades et de notre université et de l'INSERM, il a voulu qu'on se tourne vers le futur, et c'est pour ça qu'il y a 4 volets à cette conférence, après qu'on lui ait laissé la parole quand même. Un premier volet avec Alain Fischer où ils diront quand même les recettes. Qu'est-ce qui a permis ça? Parce qu'on en parlait à l'instant, il faudra peut-être avoir d'autres expériences de ce type. La recherche française est un peu mise à mal dans des articles récents. Il y a du vrai, il y a du vrai. Donc cette expérience, il faut qu'elle soit une expérience pour nous, mais aussi peut-être transposable. C'est ce qu'ils essaieront de nous dire. Et puis ensuite, Claude a demandé à Corinne Antignac de dire, mais comment vois-tu le futur du diagnostic génétique? Est-ce qu'on va aller vers du dépistage? Est-ce qu'on va partir de l'individu pour des populations? Quel est ton sentiment et quelles sont les méthodes et quelle est ta vision là-dessus? Et Corinne va nous le dire. Je n'ai pas présenté Alain, qui est professeur d'immunologie de pédiatrie et qui a été le premier directeur d'Imagine et un des fondateurs. Je présente Corinne, qui est professeur de génétique et qui anime avec talent tout l'axe de néphrogénétique, génétique des maladies rénales de l'Institut depuis des années, aussi un autre labo et une autre pensée fondatrice de l'Institut, et qui est toujours au comité exécutif de l'Institut. Et puis après, Claude a voulu qu'on parle de la formation des jeunes, qu'on parle de la vision qu'on peut avoir sur leur développement, quelle pépinière, comment forger ces talents. Et on a demandé à Paul Bastard, que je présenterai tout à l'heure, d'être le témoin de ce que les jeunes pensent de l'histoire d'Imagine actuellement et comment ils voient ce lendemain. Et puis enfin, Arnold Munich, qui est le président du conseil d'administration de la Fondation aujourd'hui, et l'un des fondateurs, et encore une autre racine de création d'Imagine, nous parlera ou nous interpellera ou nous dira qu'il faut que notre génétique reste humaine, si jamais elle l'avait perdu ce fil-là, et c'est tellement important. Et puis vous nous parlerez par des questions. On va essayer d'en prendre quelques-unes à chacun de ces volets, si vous le voulez bien. Elles peuvent venir de la salle, bien sûr. Elles peuvent venir du fil de discussion Internet. Et ce seront des questions avant tout à Claude.
Mais cher Claude, si vous m'autorisez quand même 3 citations, parce que peut-être vous ne le direz pas, et c'est mal barré, j'ai pas de lunettes. Je suis pas sûr que ce soit les mêmes. Je ne cache pas éprouver une certaine fierté, ça vous le direz pas, donc je le dis, d'avoir œuvré pour qu'Imagine soit créé, mais l'Institut n'aurait jamais pu exister sans la compétence et la volonté de tous. Ça, c'est Claude Grisali, c'est sa signature. Une deuxième signature. Et c'est à la fin. Aujourd'hui, mes pensées vont souvent vers les enfants qui nous ont quittés parce qu'ils sont arrivés trop tard. Ils, c'est les chercheurs et les médecins. Et puis troisièmement, mon premier bonheur, lorsque je me rends au 24 boulevard du Montparnasse, siège d'Imagine, c'est le sourire de tous ceux que je croise, et particulièrement celui des plus jeunes. Cet homme-là, mesdames, messieurs, il nous rend heureux. Claude. Merci, merci. Tout d'abord, je suis touché, très touché de tes propos. Quand j'ai écrit le livre, je n'imaginais pas qu'on serait à Imagine aujourd'hui pour en parler. C'était pas fait pour ça. C'est fait pour que le maximum possible de lecteurs non scientifiques, non médecins, puissent comprendre que la médecine a évolué et qu'il est indispensable de lier la clinique et la recherche. Et qu'il est indispensable, après avoir lié ces deux, de ne pas oublier que la médecine doit être humaniste aussi. C'est-à-dire accompagner le patient, accompagner sa famille. Et donc ce sont ces 3 dimensions liées les unes aux autres que j'ai voulu, tant bien que mal, expliquer dans le livre. Alors si, comme je suis le plus ancien, il est normal qu'on me demande à moi d'aller un petit peu dans le passé pour voir comment était le care enfant malade dans les années 70, par exemple. Dans les années 70, dans cette structure pavillonnaire de Necker, il y avait beaucoup de médecine, de pédiatrie générale et un début de spécialité pédiatrique. Et la preuve en est, c'est que celle qui nous intéresse, Alain et moi, Anne-Marie Prieur et beaucoup d'autres, l'immunologie et l'hématologie pédiatrique, n'existaient pas. Donc il a fallu la créer. Et puis, chacune des unités cliniques avait un laboratoire de recherche lié à l'INSERM, et par conséquent des équipes en néphrologie, en neurologie, en tout cas sur le métabolisme, en génétique, avec Frézal et d'autres. Mais au fond, toutes ces unités de recherche ne se voyaient que dans les congrès, mais jamais sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup de relations les uns les autres. Et il y avait pourtant beaucoup de ces jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont 15 ans de moins que moi, qui savaient qu'il était indispensable pour progresser de lier recherche et clinique. Et c'est ainsi qu'une fois que j'ai été élu au comité consultatif médical de Necker, je me suis dit qu'il était important de pouvoir avoir un grand projet que j'ai présenté au feu directeur général, M. Jean Choussat, qui était un grand directeur général de la Science publique Hôpital de Paris, et qui a lui-même compris qu'il était important pour progresser de relier ces deux, recherche et soins. Et c'est ainsi que dans les années 90, j'ai demandé à quelques-uns, et notamment aux 4 personnes ici présentes, avec Broyer, si on pouvait imaginer construire un grand bâtiment où tout le monde serait logé pour pouvoir travailler ensemble sur les sujets qui nous unissent, la génétique. Et finalement, ça ne s'est pas fait tout de suite, parce que dans les années 90, il fallait aussi trouver les moyens. Et ce n'est que quand j'ai été directeur général de l'INSERM
Et dans le cadre d'une politique de site que j'ai voulu pour la France entière, j'ai mis de côté des 3 millions d'euros, par exemple, qui ont permis de démarrer le concept de l'Institut du cerveau et de la moelle à la Pitié-Salpêtrière. Et puis, nous avons pensé aussi qu'à Necker, il pouvait y avoir ces 3 millions d'euros qui étaient le démarrage de quelque chose. Et puis, par contre, il n'y avait pas beaucoup de leaders ayant le temps de travailler. Et Alain Fischer, je me souviens, et Arnold Munich, et sans doute toi aussi, me dit, puisque tu as le temps et que tu es maintenant à la retraite, allez, occupe-toi. Et donc, je m'y suis mis. C'était en 2005. Et petit à petit, tout le monde a commencé à y croire, toi y compris. Alors que oui, même avant. Toi y compris, alors qu'au démarrage, tu te disais, je n'en suis pas sûr. Et finalement, voilà, on s'y est tous mis. Je me souviens, Geneviève de Saint-Bézine aussi y a travaillé. Elle avait la responsabilité d'un module. Et finalement, ce rêve, en effet, personnel, est devenu un rêve collectif. Et c'est ainsi que finalement, on a décidé, il faut trouver aussi les moyens financiers. Parce que pour construire ceci, je n'imaginais pas au démarrage que ça allait être aussi beau, aussi grand. Mais on a eu la chance de rassembler suffisamment de moyens financiers pour pouvoir construire cela. La Science publique Hôpitaux de Paris nous a offert 5000 mètres carrés, quand même, en plein Paris. C'est énorme. C'est sa contribution. Le ministère de la Santé, la région, la ville de Paris, l'AFM, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, l'INSERM, puisqu'il y avait ces 3 millions dont je vous parlais tout à l'heure, tous se sont unis et finalement nous avons rassemblé une somme suffisante pour pouvoir construire. Mais il fallait savoir quoi construire. Et c'est là que je ne vais pas empiéter sur ce que va nous dire Corinne, mais il fallait bien un cahier des charges. Tu vas en parler, je suppose, ça n'a pas été facile. Et ça a été un travail d'une année complète avec beaucoup de personnes, et notamment avec Corinne qui y a travaillé beaucoup. Voilà. Et puis, on a eu la chance aussi que Arnold Munich, à l'époque, a voulu créer les instituts hospitaux universitaires dans le cadre de, je ne me souviens plus du nom, Arnold. Investissement d'avenir, grand emprunt. Comment tu dis? Les investissements d'avenir. Investissements d'avenir, c'est ça. Et dans le cadre d'investissements d'avenir, il y avait une commission qui avait été réglée, Alain Fischer et moi-même y étions, et on a pu créer ce concept d'institut hospitalier universitaire, et la fondation que nous avions est devenue l'IHU. Et grâce à ça, on a eu les moyens, et je ne vais pas vous dévoiler, ce sera dit plus tard. Voilà ce que je pouvais vous raconter du passé. Maintenant, vive le présent, mais aussi vive l'avenir. Parce qu'on aimerait bien savoir, avec les jeunes, comment les choses vont se passer. Comment vous le voyez aujourd'hui. Moi, en tout cas, je le vois de façon grandiose. Je le trouve extraordinaire. Je trouve que la magie est arrivée. On a abouti à quelque chose de splendide. Les pouvoirs publics nous ont aidés, mais ce n'est pas suffisant. On sait qu'aujourd'hui, les outils sont extrêmement chers, que pour pouvoir aller de l'avant et être dans la concurrence scientifique, il le faut. Pour qu'on puisse aller plus loin dans le détail des mécanismes des maladies génétiques, il nous faut des moyens de plus en plus importants. Et je voudrais, au passage, si vous le permettez, remercier tous ceux qui nous aident et qui nous aideront dans le futur. Voilà, merci. Merci Claude. Et je propose de savoir s'il y a quelques questions. Ah oui. Une première question pour Claude.
Claude, quelle est votre plus grande fierté depuis la création d'Imagine ? Bah, d'être là. Avec vous tous. Alors, peut-être une deuxième question pour la compléter. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites différemment ? Non. Ça peut être des questions dans la salle, bien entendu. Oui. Dites-nous. Alors, Il fallait pas répondre par oui ou par non. ah, oui, je vais y aller. On va passer la parole. Merci beaucoup Claude pour ce témoignage et effectivement très émouvant puisque c'était une aventure humaine et tu as insisté sur l'importance des hommes et des femmes. Quelles sont au fond les caractéristiques qui te semblent clés pour mener une telle aventure, puisque vous avez créé un objet complètement nouveau dans le paysage à l'époque médicale et de recherche. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme caractéristique des hommes et des femmes pour avoir d'autres Imagines ? D'autres Imagines en France Oui, oui, en France. ou dans le monde. Oui, c'est une marque qui peut s'exporter, ou dans le monde. Une marque, un concept. Mais ce que je crois, c'est que, parce que j'ai voulu, en tout cas quand j'étais à l'INSERM, et je pense encore maintenant, c'est qu'il est important d'unir les personnes qui travaillent sur une thématique donnée. Bien sûr, avec les liens qu'il y a avec les autres disciplines, mais s'il y a trop de dispersion, alors il y a grande faiblesse. Par contre, ce vieil adage, l'union fait la force, mais c'est vrai, l'union fait la force. Alors, ma fierté, ma chère, parce que j'ai vu que tu étais déçu, que je dis non seulement, c'est que justement ici, il y a une diversité suffisante pour ne pas être monothématique, mais il y a des relations très profondes entre les uns et les autres. Voilà, c'est ça que j'aimerais qu'il y ait. Quand j'étais à l'INSERM en France, j'ai voulu le créer à Nantes, j'ai créé quelque chose à Grenoble, à Lyon ça a été très réfractaire. Bon, mais voilà, j'aimerais bien que le directeur général actuel de l'INSERM, s'il était plus poussif qu'il est, puisse faire quelque chose de ce genre-là. Au passage, laissez-moi dire quelque chose, en effet, à ce sujet. L'INSERM n'est pas assez à la hauteur aujourd'hui. Peut-être une dernière question dans la salle. Ou alors... Oh, oui, Anne-Marie, prieur. Je suis désolée de prendre la parole, mais je confirme vraiment tout ce que Claude a raconté, puisque je l'ai vécu depuis le début, parce que j'ai été ta première interne, Claude, quand tu es revenu des États-Unis en 70. Donc j'ai vraiment connu tout ça, et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y avait un enthousiasme de ta part et que tu communiquais à tout le monde pour réunir toutes ces spécialités pédiatriques et pour allier clinique et recherche. Ça, je l'ai vécu toute ma vie. Merci Anne-Marie, merci. Mon premier interne. Et Alain a été mon interne en 1980. Non, au-delà. 77. On va passer lui justement la parole, Claude. On va aborder le deuxième volet avec Alain. Tes visions de la recette et de la transposition maintenant de la recette. C'est un peu des questions qui sont posées notamment par Isabelle. Alain. Juste pour dire que pour moi, l'Institut Imagine a commencé en 1971. Claude, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Parce que j'ai eu la chance d'être, le hasard a fait que j'étais externe dans le service où Claude Gassili était chef de clinique. Il venait de revenir des États-Unis où il avait appris un peu de recherche. Et pour moi, c'est le début d'Imagine, même si c'est 50 ans avant, que j'exagère, 45 ans avant. Parce que moi, j'ai été subjugué, c'est ce qui m'a emmené dans ce métier, par le fait que déjà à l'époque, avec les moyens de l'époque, c'était l'alliance d'une volonté de comprendre les maladies de l'enfant et en même temps de s'occuper de l'enfant, y compris faire que l'enfant ne soit plus un objet dans un hôpital, mais quelqu'un qui, par exemple, ne porte pas un pyjama et va à l'école au sein d'un service. Donc pour moi, c'est la rencontre avec Claude Gassili, mais finalement, c'est la rencontre avec Imagine, parce que c'est l'esprit d'Imagine qui s'est largement propagé avec bonheur en réussissant à allier
les différentes racines de l'arbre, imagine, si on prend cette image entre la génétique, l'immunologie, la néphrologie, pardon, Corinne, les maladies de l'intestin et ainsi de suite. Donc finalement, cet esprit qui, je ne dirais pas qu'il est absolument unique dans le monde entier, mais enfin, il est rare, où effectivement, il a été possible de concrétiser l'alliance entre la médecine pratique sienne et la recherche. J'ai eu la chance de le vivre en tant que premier directeur de cet institut avant Stan. Et c'est une chance d'avoir contribué à élaborer ce projet et à le voir grandir, l'arbre croître. Et à mon avis, les raisons du succès, c'est que le partage par nous tous et quelques autres qui ne sont pas ici aujourd'hui, quelques-uns qui sont dans la salle aussi d'ailleurs, de partage des mêmes valeurs, de la même vision. Et on a su gommer un certain nombre de différences humaines normales pour travailler ensemble. Je pense qu'ici, il n'y a pas ça, on peut oublier et on ne peut absolument pas monter le moindre institut de recherche et un institut qui est situé dans un hôpital au bénéfice des malades, en l'occurrence en particulier des enfants. Deuxièmement, c'est d'avoir réussi à trouver les moyens. Donc, merci Claude qui a largement contribué. Quand même, il a fallu trouver 60 millions d'euros si on fait le total des sommes évoquées tout à l'heure. Ce n'est pas une petite somme. Donc ça a été beaucoup d'énergie dépensée pour y arriver. Parce qu'il faut un bâtiment, un super bâtiment de travail. Il faut des plateformes technologiques qui vont de la recherche clinique aux outils très sophistiqués d'études du génome ou d'études microscopiques à très petite échelle, etc. etc. Maintenant, à l'échelle d'une cellule, on peut analyser par exemple les ARN ou les protéines qui sont exprimées dans cette cellule unique, ce qui est quand même assez performant, mais qui coûte très cher. Et surtout, il faut des femmes et des hommes. Et ça, c'est le point évidemment essentiel. La recherche et l'application de la recherche, les deux, encore une fois, allant de pair, nécessitent des compétences, des gens venant d'horizons différents, des chercheurs-médecins, des médecins-chercheurs, des chercheurs-chercheurs, des médecins-médecins, et ainsi de suite. Enfin bref, toutes les combinaisons possibles. Et surtout, une dimension qui me paraît importante et qui, pour nous, je pense, a été essentielle dès le début, c'est la dimension internationale. De façon symbolique, la langue de travail de cet institut, je ne sais pas que c'est symbolique d'ailleurs, symbolique et pratique, la langue de travail de cet institut, c'est l'anglais. Malheureusement, l'anglais, comme on le sait, a supplanté complètement le français dans le monde scientifique, dans la communication mondiale. Mais de fait, si on veut attirer des jeunes chercheurs ou de moins jeunes chercheurs, médecins, etc., venant d'autres pays, il faut parler en anglais. Et nous avons tous en commun eu la volonté de faire venir des équipes nouvelles, venant de différents horizons, d'Italie, pour certaines, d'Allemagne, au moins transitoirement, d'autres pays. Et il y a aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Stan, des chercheurs ou des médecins ou des étudiants venant de, je sais pas, 35, 40 pays différents, des 5 continents. Et ça, c'est une réussite d'Imagine, mais il n'y aurait pas d'Imagine sans cela. On a besoin de ce sang neuf, avec une vision provenant de cultures différentes, pour mener ces projets de recherche. Et on a eu la chance de recruter de jeunes chercheurs de très grande qualité, français aussi, c'est très bien, et d'autres nationalités qui ont permis d'avancer dans le domaine si important de la bioinformatique, c'est le traitement des données issues des recherches expérimentales en biologie, dans le domaine de thérapie génique, dans le domaine des neurosciences et d'autres domaines encore. Et ça, à mon avis, c'est une leçon essentielle. L'avenir d'Imagine passe par un afflux permanent de sang neuf, une capacité de renouveler, donc la capacité de recruter, d'attirer vers nous. Ce qui est un gage de succès, c'est si on est capable d'être attractif. Je pense qu'à ce jour, on l'a été raisonnablement. Un nombre, 8 ou 9 équipes ont été ainsi créées au sein d'Imagine, et venant encore une fois de l'étranger. Donc cette capacité d'attractivité est un reflet, est une reconnaissance d'un certain succès, mais indispensable. Et pour le faire, il faut de l'argent, parce que si vous voulez faire venir un chercheur, même relativement jeune, des États-Unis, de Suède, de Japon ou d'ailleurs, il ne viendra pas si on ne lui offre pas des moyens de travailler, ce qui est une évidence. Les moyens de travailler, c'est un salaire, c'est la capacité de recruter une équipe, c'est avoir un accès, une surface de travail dans un laboratoire et un accès à toute une série de plateformes. Et ça coûte énormément d'argent. Et il faut savoir que la recherche scientifique n'a pas de frontières et que si vous essayez d'attirer quelqu'un de qualité à Imagine, il est susceptible de la même façon d'être recruté à Harvard, à Boston donc, ou bien à San Francisco ou à Londres ou en Suisse ou dans des pays d'ailleurs où le soutien à la recherche scientifique est
au niveau public est supérieur au nôtre. Donc c'est absolument essentiel que l'on puisse faire cela. Pour moi, c'est le point critique, c'est recrutement de jeunes, formation des jeunes, médecins, chercheurs, les deux ensemble, ce que Stanislas Yonnet fait très bien avec beaucoup d'autres qui sont encore une fois dans la salle ici. C'est la vie d'un tel institut, c'est son renouvellement régulier et qui doit se poursuivre tout au long du temps, en gardant le même esprit d'allier une recherche au plus près des questions posées par les malades qui sont pris en charge dans l'hôpital Necker-Enfants Malades, éventuellement au-delà, et donc que cette recherche bénéficie in fine à ces patients comme à d'autres. Voilà, pour moi, il y aurait bien d'autres choses qui pourraient être dites, mais ce serait trop long. Mais peut-être le point central de la leçon de ce que j'ai pu apprendre en travaillant ici, d'abord avec Claude et avec d'autres qui sont présents ici. Merci à vous. Alors, j'ai, avant une première question, Alain, un commentaire pour vous tous d'une personne qui nous dit « J'ai été votre élève, Claude, de 1978 à 1989, externe dans le service du professeur Griselli. Vous m'avez donné la passion de la biologie et grâce à vous, je suis devenu biologiste. Vous êtes tous mes maîtres à penser, fiers d'avoir été votre élève. » Un commentaire avant de poser une première question qui est tombée pour Alain. Alain, qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile à accomplir sur ces 10 dernières années? Alors, je mettrai un tout petit peu, j'irai un tout petit peu plus loin dans le temps, mais ça rejoint les 10 dernières années aussi. C'est d'arriver à convaincre les différents partenaires institutionnels, donc l'hôpital, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est quand même un gros paquebot, qui manœuvre doucement, qui a du mal à virer de bord, qui a du mal à accélérer. L'INSERM, dont Claude en a déjà parlé, je n'y reviens pas. L'université, qui est une université avec plein de mérites, mais aussi les difficultés de l'université. Et donc faire en sorte que tout le monde soit à bord de ce projet, puisqu'il ne peut pas y avoir un tel projet sans les partenaires publics, institutionnels, universitaires, hospitaliers et l'INSERM. C'est une évidence absolue. Mais ils ont suivi, mais on a envie de pousser, d'avoir un dynamisme et une flexibilité plus grande de ces institutions dans le soutien des projets et à la réalisation d'un institut comme celui-ci. Est-ce qu'il y a des questions pour Alain Fischer dans le public? Non? Pas ce soir. Pas ce soir, non. Ouais. Donc Stanislas, on va passer la parole à Corinne. Je peux pousser quand même un petit peu une question plus loin, un petit peu plus loin. La question précédente pour Alain, mais pour vous quatre aussi, pour vous autres trois, c'est que le modèle est magnifique, mais il est fragile. Il est fragile. Enfin, je trouve, je le ressens moi aujourd'hui, comme vous. Il est intrinsèquement fragile. Tu me le souffles, mais c'est exactement. Il est intrinsèquement fragile parce qu'il n'est pas dans les codes, dans les repères des institutions, des établissements. Il vogue avec le public et le privé, et ça, c'est pas tout à fait conforme. Et on voit les difficultés d'Instituts Frères à se monter dans des grandes villes françaises. Suivez mon regard vers le sud, qui ont partagent les mêmes passions, la même pratique, et qui ont vraiment un mal fou à éclore. Et cette fragilité vis-à-vis des instituts, Alain, comment toi tu ressentirais la façon de sortir, de les associer sans être comment dirais-je, mal perçus, quoi, à faire partie de ce système en faisant le petit pas de côté qui permet de faire le miracle que vous avez créé pour nous. Bon, je pense que tout institut de recherche est intrinsèquement fragile parce qu'il dépend de la qualité des femmes et des hommes qui y travaillent et qu'il faut la maintenir, cette qualité, il faut l'augmenter à chaque fois qu'on peut. Donc ça, c'est une règle générale, mais qu'il ne faut pas oublier, qui est la base de la base. S'il n'y a pas les femmes et les hommes qui sont très bons et qui ont envie de travailler ensemble, qui ne jouent pas perso ou trop perso, il faut les deux, il n'y a plus l'institut. Il y a quelques exemples, malheureusement, qui le montrent. Et deuxièmement, donc, l'autre forme de fragilité, c'est celle que tu évoquais plus tôt,
qui est d'arriver à se placer dans un environnement qui est ce qu'il est et qui a un centre de rigidité, et que cet environnement comprend que, comme tu dis, en se mettant un petit peu avec un pas de travers, éventuellement, cela permet de faire mieux, d'avoir une meilleure recherche, donc des meilleurs progrès de la médecine et au bénéfice des patients. Donc je pense que ça, c'est à l'égard des pouvoirs publics, c'est œuvre de conviction. On sait ceci est variable à nouveau en fonction des hommes qui tiennent les rênes à un temps T. Mais c'est aussi, je pense, de tenir la ligne. Le point principal, c'est de tenir la ligne, avoir la tête claire sur ce que l'on veut, garder les objectifs qu'on a définis et d'exercer ce métier le mieux possible et avec la meilleure force de conviction pour emporter l'adhésion de ceux dont nous avons besoin, les partenaires publics, comme vous et les donateurs. Finalement, in fine, pour moi, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose, mais fondamentalement, c'est la même chose. On a une ligne, une conviction, et on cherche à mener une recherche, à exercer une recherche au plus proche possible, en contact avec les patients. Voilà, c'est notre ligne, il faut le faire bien, le mieux possible, apporter une contribution originale qui nous distingue des autres dans le monde entier, parce que l'ambition doit être celle-là, et voilà, et pas changer de cap, et le faire en collectif. Merci Alain. Et alors, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle... Ah, je vous en prie, je vous en prie. Je suis interpellé par le fait qu'il y a des problèmes de droit, des problèmes de propriété intellectuelle, et comme on n'est pas dans un monde de bisounours, à un moment donné, si vous avancez fortement sur un certain projet, se posent des problèmes de protection et peut-être vis-à-vis de l'étranger, de détention des droits ici. Donc comment vous gérez ce problème, qui est un problème financier finalement, par rapport au fait que vous avez envie, en tant que médecin et chercheur, d'échanger avec les autres pays, je dirais les États-Unis ou d'autres, parce qu'il faut d'abord faire progresser la science. Mais derrière, il y a ce problème d'argent et de droit. Comment est-ce qu'on traite ce problème ? Alors, c'est un système, c'est une question pratique constante du monde de la recherche, et entre autres de la recherche médicale, mais à vrai dire pas que de la recherche médicale. Le système des brevets, qui n'est pas parfait, néanmoins, est une forme, entre guillemets, de compromis entre l'ouverture de la recherche scientifique, qui effectivement doit pouvoir se faire avec un partage de données avec les collègues qui travaillent dans tous les horizons de la recherche mondiale, et la protection d'une découverte, d'une invention, c'est mieux, et que cette invention puisse être valorisée. Bon, il peut y avoir effectivement des zones de frottement, néanmoins c'est relativement bien calibré. L'Institut Imagine a les personnes ad hoc pour traiter ces questions et en relation avec les offices de valorisation de nos partenaires. C'est un peu compliqué, à nouveau, je ne vais pas entrer dans les détails, ça fait partie à mon avis, du manque de fluidité du système, mais enfin, sachez que le système existe et dans l'ensemble. Je ne sais plus combien de brevets ont été pris par l'Institut, mais il y en a un certain nombre. Il y a quelques startups qui ont été créées à partir de projets de l'Institut. Donc le système existe, il pourrait être plus simple, plus fluide, mais grosso modo, il fonctionne. Merci beaucoup Alain. Ouvrons le deuxième volet avec Corinne Antignac sur la question de la génétique des tests, dans le diagnostic, jusqu'au dépistage, ta vision. Alain parlait de méthodologie qui change profondément. Corinne. Alors, bon, je vais bien sûr aborder ce point, mais je voudrais tout d'abord parler de la rencontre avec Claude. Effectivement, moi, j'étais dans le domaine de la néphrologie et je ne connaissais pas tellement... Enfin, je connaissais bien sûr Claude Griselli comme collègue, enfin, etc., mais pas autant que maintenant, puisqu'un jour, il a demandé à plusieurs d'entre nous, est-ce que vous voulez participer à la construction d'un nouveau projet, etc. Et je pense qu'il y a en parallèle un hôpital qui a été construit ici. On n'a jamais demandé aux médecins. Là, c'était l'occasion pour les chercheurs de participer à la construction, de montrer ce qu'ils voulaient, de pouvoir dire ce qu'ils voulaient faire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai vécu ça comme une chance de pouvoir dire, voilà, de ne pas être en train d'arriver dans un bâtiment et de dire, ah ben voilà, ça va pas, ça va pas. Là, et c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Là, on a eu la possibilité alors bien sûr, ça prend du temps, c'est difficile, c'est complètement en dehors de ce
ce qu'on fait d'habitude. On est allé visiter des instituts ailleurs, à l'étranger. On a, ce que je disais une fois, c'est après, on mettait le casque de chantier pour aller visiter. Bon, ça n'a rien à voir. Je ne m'attendais pas, dans le cadre de ma profession, à faire ça. Mais ça, c'est grâce à Claude. Et je trouve que c'est ça qui donne, qui a permis à ce que l'Institut, enfin, en tout cas, soit si chaleureux, parce que tout le monde, ça a quand même été beaucoup parce qu'il y avait moi, mais il y avait toute une équipe autour, avec pas seulement des chercheurs, aussi des techniciens qui ont participé, qui ont dit ce qu'ils pensaient. Et je pense que ça s'en ressent après, quand on repense encore quand on est rentré dans le bâtiment. Ça a été une période extraordinaire, où on se perdait à la fois. Il y a eu des choses formidables, et je pense que c'est bien ce que disait Stan, avec toutes les difficultés autour de la recherche aujourd'hui. Quand même, on est heureux ici, et ça, c'est vraiment grâce à Claude. Et il nous a vraiment poussés, parce que tout seul, on ne l'aurait pas fait tous ensemble, parce qu'on avait plein d'autres choses à penser, et lui, il était là à nous remettre ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été extraordinaire, et qui, je pense qu'on peut vraiment le remercier pour tout ce qu'il a fait de cette façon. Alors maintenant, on me demande de me dire comment je vois le diagnostic. Alors effectivement, par le biais de ma partie hospitalière, je m'occupe beaucoup du diagnostic des maladies génétiques rénales, mais des maladies génétiques globalement. Et on me demande de dire comment je vois l'avenir. Alors j'aime pas trop ça, parce qu'on se trompe tout le temps. Donc par définition, ce sera pas ça. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est pas très difficile de dire quand même que ça change beaucoup, ça change vite, et qu'il faut arriver à suivre. Et que pour suivre, alors effectivement, on parle à la fois des diminutions de coûts dans un sens, mais pour diminuer les coûts, il faut investir d'abord. Et c'est ce qu'on a pu faire quand même aussi ici. Et ça a été la chance, et ce que j'espère qu'on pourra faire. Parce que qu'est-ce qu'on entend là? Pour le moment, on voit que le génome, c'est-à-dire séquencer tout le génome, pour le moment ici dans l'Institut, ça coûte 700-800 € par exemple. Et les coûts sont variables en fonction d'un certain nombre de choses. Mais là, l'horizon, c'est 2030, c'est le génome à 20 €. Donc ce qui veut dire que, et on l'espère, c'est 20 € de prix coûtant, pas tout ce qu'il y a autour. Et on espère donc que tout le monde pourra avoir son génome. Mais le corollaire de ça, c'est comment on fait pour analyser tout ce qui sort de ça. Donc, bien évidemment, la partie technique va coûter beaucoup moins cher, mais il va falloir pouvoir l'analyser. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est bien sûr, on y arrivera, mais il faut bien évidemment, ça passera par une informatique et des bases des données, des sciences des données qui seront bien augmentées. Par exemple, une des questions qu'on se pose le plus maintenant, on trouve une nouvelle mutation. Est-ce qu'elle est vraiment responsable du phénotype ? Et l'une des choses qui nous paraissait très importante, c'était de connaître la structure de la protéine et de voir si elle avait pu être changée, etc. Ça prend des mois et des mois pour le moment. Or, qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui ? Viennent de sortir des outils bioinformatiques qui permettent de trouver la structure de la protéine. Et maintenant, il n'y a plus besoin. J'ai des collègues structuralistes qui disent « ça y est, on est au chômage ». Avec le logiciel qu'a fait Google, j'ose pas vous dire, on a la structure de n'importe quelle protéine qu'on souhaite. Et de quoi on s'aperçoit ? Finalement, on s'aperçoit que les structures des protéines, même des protéines mutées, finalement, elles ne sont pas très différentes. Et ce n'est pas ça qui va nous montrer est-ce que la variation qu'on a trouvée est vraiment responsable de la maladie. Et là, on s'aperçoit qu'à nouveau, on va y arriver par des techniques bioinformatiques. Mais à nouveau, ça va être énormément une énorme masse d'informations. Donc j'ai l'impression que beaucoup de choses tournent autour de tout ça. C'est un petit peu ce que je peux dire sur l'avenir. Donc effectivement, complètement investir beaucoup sur l'accumulation des données et comment pouvoir les interpréter tout ensemble. Voilà, je vais m'arrêter là comme ça. Je pourrais répondre aux questions si on veut aller plus en avant si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Corinne. J'ai une question sur le chat. Est-ce que pour les cas pour lesquels aucun diagnostic n'a pu être posé, est-ce que les cas pour lesquels aucun diagnostic n'a pu être posé bénéficient d'une réévaluation régulièrement ? Tout à fait.
Alors ça, c'est vraiment la difficulté de bien les refaire. Mais nous, on a par exemple les logiciels dont on dispose ici grâce à la bioinformatique, il y a automatiquement une réanalyse des données quand il y a des nouveaux variants qui sont découverts, etc. Donc oui, il y a une réanalyse régulière des bases de ce qui est accumulé, ce qui est le grand bénéfice justement de pouvoir faire une analyse globale et de pouvoir après la réanalyser. Tout à fait. Bonjour. Moi, j'avais compris qu'avec votre entrepôt de données, la Dr Warehouse, vous aviez véritablement fait une avancée, peut-être même mondiale, sur cette mise à disposition d'un volume très important de données. Si on regarde devant, donc, est-ce que vous avez toujours un avantage compétitif significatif avec cet entrepôt de données? Est-ce que pour l'exploiter et donc en faire quelque chose de bien et pouvoir encore continuer à progresser, encore une fois, dans la concurrence mondiale, il va falloir énormément de moyens informatiques. Et donc, ce que vous dites, c'est qu'il va falloir investir énormément pour pouvoir l'exploiter. Et est-ce qu'il y a des craintes sur la soutenabilité de l'effort que vous avez fait jusqu'à présent sur le simple fait de constituer cette base de données? Vous voyez, il y a deux choses. Il y a l'outil, puis après, c'est ce qu'on fait sur la base de l'outil. Pardon. C'est vrai que moi, je vous ai parlé surtout des outils sur l'analyse des données génétiques. Le Dr Warehouse, ça a l'immense avantage et c'est notre grosse force, c'est d'avoir les données cliniques qui sont associées. Je vous ai parlé tout à l'heure justement de tout ce qu'on pouvait rajouter de données biologiques, de structures, etc. Mais les données cliniques, ça c'est la force de notre hôpital, enfin d'avoir justement tout bien caractérisé l'histoire clinique des patients, etc. Donc ça c'est toujours de toute façon. Ça, c'est notre credo, c'est la connaissance de l'histoire clinique est très, très importante et permet aussi de comprendre mieux d'interpréter les mutations. Donc ça, c'est très important aussi. Et donc, je ne pense pas... Alors après, c'est toujours la même chose. Ça nécessitera toujours de plus en plus d'analyse de bioinformatique. Mais c'est pas du tout perdu. Ce ne sera jamais perdu, ça, au contraire. Vous insistez sur l'importance de la bioinformatique, donc du traitement de l'accumulation d'informations, de data et son traitement. On a vu, puisqu'on est au conseil d'administration avec Florence, qu'il y a des bioinformaticiens qui ont été recrutés, mais comment vous arrivez à former les chercheurs d'il y a 10 ans, 20 ans, 15 ans à la bioinformatique? Puisqu'il ne suffit pas d'avoir des bioinformaticiens, il faut que les chercheurs puissent parler aux bioinformaticiens, sinon ça ne sert à rien. Donc, là, j'ai envie de dire, c'est quand même l'avantage justement d'être ici. Et je pense que c'est aussi ce qu'on a toujours dit sur les montages des plateformes, etc. On a ici une équipe soit de plateformes de bioinformatique, soit des chercheurs avec qui on parle régulièrement, à qui on dit ce qu'on veut faire et qui... Eux, ils nous apprennent des choses et nous, on leur apprend des choses. Donc ça, c'est vraiment important. On ne fera pas certaines choses. On n'a pas... Alors, il y a tous les... la vie n'est pas séparée en plus et moins. Il y a toujours un continuum. Il y a des gens qui sont plus ou moins des chercheurs qui seront plus le nez dans la bioinformatique et d'autres moins. Mais il y a vraiment le fait que justement on ait cette symbiose qui permet justement d'avancer beaucoup plus. Et bien sûr, on essaye évidemment d'augmenter les connaissances des chercheurs à la paillasse et aussi, au contraire, d'intéresser plus nos informaticiens à la partie biologique. Et c'est ça l'équilibre difficile, mais tout à fait formidable qui peut se monter. Parce que ce que vous vivez là, c'est ce que vit toute l'industrie en France et dans Bien sûr. C'est vraiment, donc, je trouve que l'imagine, vous êtes une pépite, on adore, et qu'on souhaite voir devenir un leader mondial, encore plus qu'aujourd'hui. C'est aussi, je pense, un modèle pas de reconversion, mais d'adaptation des métiers, à l'informatique en général. Voilà. Là, c'est la bioinformatique, mais dans d'autres, ça va être... Tout à fait. Mais ça, je crois qu'effectivement, maintenant, il ne faut pas se leurrer. Tous les jeunes, il faut qu'ils... Mais ils l'ont déjà le nez un petit peu dans l'informatique. On va prendre une dernière question dans la salle, s'il vous plaît. Mais je ne vois pas la personne qui a le micro. Pardon, allez-y, je vous en prie. Vous parlez d'une analyse globale du génome pour poser un diagnostic.
Mais comment on pourrait réagir dans le cas où on trouverait une mutation qui serait responsable d'un phénotype ou qu'il sera, mais pas du phénotype qu'on cherche à diagnostiquer à ce moment-là? Oui. Vous voulez dire que vous pensez que si on trouve quelque chose d'autre, et la question c'est qu'est-ce qu'on fait ou comment ça se passe? Alors là, ça fait couler beaucoup d'encre et il y a beaucoup de choses qui sont de savoir ce qu'il faut qu'on fasse, etc. D'abord, il faut savoir qu'on n'en trouve pas forcément beaucoup parce que comme on recherche précisément quelque chose de très précis, on trouve vraiment pas forcément beaucoup de choses ce qu'on appelle incidentes, enfin qui inattendues. Et après, la question c'est ça dépend uniquement, j'ai envie de dire, du bénéfice qui peut être d'abord de ce qui a été accepté, signé comme consentement, puisque vous savez que pour toutes les études génétiques, on doit signer des consentements. Et puis ça dépend aussi de quel peut être le bénéfice pour c'est-à-dire que si c'est quelque chose qui peut entraîner une maladie très grave, la plupart du temps, après décision, discussion, on propose de le rendre, bien sûr, de l'expliquer. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué et que ça nécessite beaucoup de temps. Et ça, là, on peut pas faire tout ce qu'on veut sur l'informatique, il peut aller plus vite, etc. La partie relation entre le patient, enfin la personne qui a la maladie et le médecin, ça, au contraire, ça doit être augmenté par la difficulté justement d'expliquer tout ce qu'on a trouvé et comment on l'a trouvé, etc. Merci beaucoup Corinne, on t'applaudit de nouveau. Alors pour la question de la formation, l'idée c'était que on est au fond tous un peu dépassés, même si on a des belles expériences à raconter. On a demandé à Paul Bastard, qui est un interne des hôpitaux, interne en pédiatrie, et vous allez voir que ça peut le mener à s'intéresser à des personnes d'une autre classe d'âge, qui est immunologiste, qui est généticien. Bref, c'est un produit, imagine. Et Paul a accepté l'idée de nous parler un peu de sa façon de voir la formation actuelle et peut-être de la projeter dans le futur. Je dois dire qu'il est venu il y a 2 jours me voir une seconde. Oui. Mais est-ce que vous l'avez, le bouquin du professeur Grisselli? Je dis oui, le voilà. Il est revenu 2 jours après, il a dit mais j'avais pas compris que c'était un homme aussi exceptionnel. Bon, tu le diras. Vas-y Paul, je t'en prie. Je m'appelle Paul, merci beaucoup, je suis honoré d'être là. Et je suis passé externe dans le service quand le professeur Fischer était chef de service, puis interne quand c'était son successeur Stéphane Blanche. Et c'est vrai que j'entendais parler du professeur Grisselli, de la maladie de Grisselli, mais je ne connaissais pas toute sa vie. Et en lisant le livre, ce qui m'a paru incroyable, c'est que tout ce que nous, on a comme acquis à l'hôpital, en fait, ça a été créé en grande partie par le professeur Grisselli, et puis après, beaucoup d'autres personnes ont augmenté ces acquis. Mais c'est vraiment des choses qui ont été créées dans les années 70 et après, et qui restent jusqu'à aujourd'hui, ce qui est quand même fantastique. Donc moi, je suis interne de pédiatrie, je n'ai pas encore fini mon internat, et j'ai fait il y a 4 ans un master de recherche à New York, dans le laboratoire de Jean-Laurent Casanova. Et puis, je devais reprendre, et finalement, j'ai décidé de faire une thèse ici à Imagine, dans le même laboratoire. Et puis j'ai eu la chance d'avoir le financement de la bourse MD-PhD d'Imagine qui m'a permis de faire les 3 ans. Et donc là, je suis en fin de thèse. Ça fait 3 ans que je suis ici et ce qui m'a paru... j'ai trouvé ça absolument fantastique comme expérience. Fantastique sur le plan de la recherche parce qu'on a des interactions incroyables avec des gens jeunes, des gens moins jeunes. Et puis on est tous ensemble au même endroit. Que ce soit avec des chercheurs, mais il y a des profils extrêmement différents. Il y a des médecins-chercheurs, il y a des gens de toutes les nationalités. Alors, je ne sais pas combien de nationalités il y a d'ailleurs à Imagine. 35, incroyable. Et donc, on est en constante interaction avec des gens différents qui nous apportent des idées. Et donc ça, c'est assez fantastique. Et puis, la proximité aussi dans le bâtiment et à Necker permet extrêmement facilement d'aller discuter avec la personne d'à côté, le laboratoire de l'étage d'en dessous, et puis les collègues de l'hôpital qui voient les patients, qui ont des questions, et nous, on a des questions pour eux. Donc, ceci étant dit, après, moi, je trouve ça fantastique de pouvoir être ici, et j'espère que ce que j'ai vécu va pouvoir continuer pour d'autres gens, et que le nombre de personnes qui pourront faire
pourront passer plusieurs années ici de façon, avec, je dirais pas des moyens illimités, mais un accès à des moyens extraordinaires. Quand on compare par exemple avec d'autres laboratoires ou d'autres instituts de recherche en France, c'est une énorme chance, je pense. Et puis après, voilà, sur le plan de la recherche, pour poursuivre un peu ce que disait le professeur Antignac, j'espère que l'accès au génome ou à l'exome sera disponible, c'est-à-dire le séquençage complet de nos 20 000 gènes, au plus grand nombre de patients. Et je pense que c'est de plus en plus admis en pédiatrie maintenant et en génétique que c'est extrêmement utile. Mais ce dont je me suis rendu compte, notamment avec le Covid, avec l'interaction avec les médecins, nos collègues de médecine adulte, c'est qu'en fait, eux ne sont pas encore ils n'ont pas encore accepté l'idée que les maladies génétiques pouvaient vraiment être la cause de certaines maladies, même chez l'adulte. Et donc là, je pense qu'il y aura on commence, mais un gros travail pour convaincre nos collègues adultes de s'y mettre aussi, puis de travailler avec nous et d'augmenter un peu l'idée de la recherche en génétique. Merci beaucoup, Paul, mais ce n'est qu'un lancement parce qu'il y a, je pense, pas mal de questions. Mais peut-être tu peux dire un petit peu, parce que le parcours MD-PhD que tu fais, et qui est à l'image d'ailleurs de ce que Claude Grisselli, président de l'INSERM, avait monté, les postes d'accueil de l'INSERM, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la place dans le cursus? Est-ce que c'est compétitif? Ça t'aide à quoi? Parce que pour traduire un peu pour des personnes qui ne sont peut-être pas familières avec ce type d'intervalle, de période dans une carrière. Oui, donc en fait, ce qu'on appelle MD-PhD, c'est la possibilité de faire à un moment, pendant son cursus médical, de la recherche, de faire une thèse de sciences qui prend généralement entre 3 et 4 ans. Donc ça veut dire quand même s'arrêter complètement de la médecine pendant une longue durée. Et ça, c'est pas toujours facile, mais c'est possible justement grâce à cette interaction. Et l'énorme avantage, c'est que ça donne une vision complètement différente. Moi, je suis arrivé, je connaissais pas rien du tout à la recherche, à vrai dire. Et c'est vrai qu'en étant médecin, je suis arrivé avec peut-être une vision différente de collègues qui étaient uniquement chercheurs. Et puis là, avec l'apport de la recherche, je pense que quand je vais retourner en clinique dans un mois, en fait, j'aurai une autre idée aussi. Peut-être que je me poserai d'autres questions qui vont me faire voir les choses différemment. Et donc ça, c'est pas facile d'y arriver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de place, mais il y en a de plus en plus. Et il y a de plus en plus de gens, je pense, qui essayent de faire un parcours de recherche, pas forcément une thèse, un master ou un postdoc, à un moment dans leur cursus médical. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez fantastique. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le public? Oui, Isabelle? Si je fais un parallèle avec ce qui se passe dans l'industrie, parce que moi je viens du monde de l'entreprise, de l'industrie, si on dit à un polytechnicien de faire une thèse, dans l'industrie, alors ça progresse, mais à la vitesse vraiment epsilonesque, c'est pas très bien vu, c'est plutôt vu comme une perte de temps. Est-ce que, en étant MD, PhD, est-ce qu'ensuite ces 3 ans au fond d'internat que vous avez mis de côté pour faire la recherche, et je trouve ça formidable, et j'aimerais bien d'ailleurs connaître le sujet de votre thèse, c'est absolument remarquable, est-ce qu'ensuite c'est un handicap ou c'est perçu comme un avantage, ou c'est neutre, et on se dit, bon, il est un peu plus vieux, il a 3 ans de plus que ses collègues qui n'ont pas fait de PhD? Parce que c'est vraiment un problème en France, c'est-à-dire que la notion de docteur, et je suis docteur de formation en neurobiologie, mais moi j'ai fait toute ma vie dans l'entreprise, je pense que j'ai commencé à travailler dans l'entreprise à 29 ans, c'était réellement un handicap. Donc je pense que c'est une chance pour la vie, puisqu'on apprend à douter, on apprend à appréhender des systèmes complexes, incertains, on apprend au fond à être à l'aise dans le monde qui est celui d'aujourd'hui. Donc est-ce que dans la médecine c'est vu comme un handicap, ou au contraire comme un avantage, ou pour l'instant c'est neutre? Je pense que je vous répondrai mieux dans 10 ans, mais à mon avis, c'est plutôt vu comme un avantage, en fait. Je ne sais pas ce qu'en pense, mais je pense que c'est clairement un avantage. Ce n'est pas quelque chose qui est hyper facile, mais c'est quelque chose qui est reconnu et que de plus en plus, je pense que les cliniciens voient comme quelque chose qui est en plus et qui est tout à fait positif. Enfin, j'espère en tout cas. Merci. Et donc, le sujet de ma thèse, puisque vous posez la question, c'était sur la prédisposition génétique aux infections virales chez l'enfant. Et puis, j'ai un peu shifté sur le Covid. Et puis, finalement, je travaille plus sur
l'auto-immunité chez le sujet âgé dans le Covid. Voilà, je suis encore pédiatre, mais je suis plutôt gériatre. Quand on parle de flexibilité, exactement. C'est aussi scientifique. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. Il y a un commentaire pour toi. Juste un petit commentaire sur Paul, suite à ton intervention. Paul a fait un gros travail sur le Covid et la susceptibilité des personnes, dont celle avec une trisomie 21. C'est juste un commentaire d'une personne qui souhaitait faire part de son Oui, on a travaillé étroitement témoignage. avec plusieurs instituts, l'Institut Le Jeune et d'autres collègues qui travaillent avec des jeunes patients ou des patients moins jeunes qui ont une trisomie 21, effectivement. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Dernier volet avec Arnold Munich, notre président, acting president. C'est ce que tu veux d'abord, parce que de toute manière, tu diras ce que tu veux. Mais on pensait quand même que tu étais un ardent défenseur d'une certaine idée de la génétique. Et ça, à ce titre-là, on voulait te donner le volet de fin. Merci beaucoup. Merci à Stan et à vous tous d'être là et de l'initiative de cet hommage à Claude. Je voulais vous dire, c'est que si Imagine est un embryon, c'est un embryon qui est fait de 3 feuillets. Il y avait 3 composantes. À l'Institut Imagine, il y avait l'immunohématologie, la biologie du développement et la génétique. C'est ça les ingrédients qui ont fondé le projet de l'Institut Imagine, et tous étaient réunis par des maladies génétiques. Mais il y avait derrière cette problématique des maladies génétiques, il y avait des immunologistes, des hématologistes, des biologies du développement et une spécialité de génétique médicale. Et il faut bien dire que la génétique médicale, en 86-90, quand j'ai pris la suite de M. Lejeune, ben, elle était mal en point. Et il n'y avait pratiquement plus d'unité de recherche, elle était moribonde, le service était inexistant puisque la spécialité de génétique médicale n'existait pas. Et quand il s'est agi de fonder, de faire en sorte que la génétique reprenne pied à Necker, on avait, avec mes collègues, un modèle, un objectif, imiter le VIH. C'était ça l'objectif. Le modèle, la matrice, à imiter, à reproduire, c'était ce qu'avait fait Claude et ce qu'il faisait avec Alain. Et il y avait un bâtiment qui s'appelait le bâtiment Kirmisson, qui était le laboratoire de recherche, qui est juste en face de la clinique. Il y avait déjà l'idée de la proximité, de l'unité de lieu. Ce qui est très important d'être réunis sous le même toit. C'est ce qu'on a réussi ici. Mais ils avaient déjà préfiguré cela en mettant le labo de recherche juste en face de la clinique. Donc il y avait une proximité. Et nous, on a essayé de faire la même chose. Grâce au premier Téléthon, on a pu, merci, hommage à Jean Frézal, parce que c'est lui qui a rendu possible notre installation avec Stan et quelques autres. D'abord dans un véritable bouge qui était sur l'emplacement de cet institut, un bâtiment qui s'appelait le bâtiment Aviraillé. Et ensuite de ça, on a pu avoir un accès à un local un peu plus décent. Et on a essayé, en réalité, chaque jour, on pensait à imiter le modèle de l'UIH. Alors, on n'avait aucune chance d'y arriver. D'ailleurs, on n'y est pas arrivé. Parce que, pour une très simple raison, c'est que nos maladies sont gravissimes et incurables. Alors que la grande différence avec les hémato-immunologistes, c'est qu'ils ont leurs malades dans un tube à essai, un lymphocyte ou un polynucléaire. Nous, ce n'est pas possible. Ils ont des remèdes, ils ont des greffes de moelle, ils ont des possibilités thérapeutiques. Nous n'avions pas cela. Donc on était condamnés pratiquement à échouer depuis le départ. Mais on a essayé quand même de marcher sur leur brisée, malgré l'extrême difficulté. Je vous disais, je me retrouvais à la tête d'un service de génétique qui était embryonnaire, et face à la marée montante des maladies génétiques, évidemment. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, justement, dans l'exemplarité de l'UIH, c'est qu'un jour, je venais voir une acidémie propionique dans le service de Claude, parce que c'était une forme de maladie métabolique qui se révélait par une maladie hématologique. J'ai vu, en passant la tête, à ma grande surprise, Serge Lebovici. Je ne sais pas si le nom de Serge Lebovici vous dit quelque chose. C'était le grand maître à penser de la psychiatrie et la psychanalyse de l'enfant. Il était avec une dame qui s'appelait Françoise Veil, Anne-Marie, et ils avaient même préfiguré cette dimension sociale et sociétale
leur discipline, qui était de cette part d'humanité qu'il fallait mettre dans le soin et dans l'accompagnement de ses enfants. Et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué quand j'ai vu Serge Lebovici, que j'écoutais et que je lisais par ailleurs, dans le service d'hémato-immuno. Et là aussi, c'était une préfiguration de ce qu'on essayait de réaliser. Mais comme je vous le disais, c'était des maladies terribles. Et je vous raconte juste une anecdote parce qu'elle a été fondatrice pour moi. On venait de trouver le gène de l'amyotrophie spinale avec Judith Melki, et tous les patients qui avaient perdu des enfants d'amyotrophie spinale venaient nous voir. Et c'était terrible parce qu'on était face à des parents dévastés, détruits, et qui racontaient des histoires tragiques. Je ne pouvais pas faire revenir ces enfants, je ne pouvais pas les soigner, ceux qui étaient là, je ne pouvais pas les soigner. Même aujourd'hui, 25 ans après, on est à la peine. Et il y avait une charge émotionnelle dramatique dans ces consultations de génétique à laquelle je n'étais pas préparé, qui était insupportable. Et juste une anecdote, un jour, j'étais en consultation, parmi mes premières consultations de génétique comme chef de service, et une femme vient me raconter son drame avec un visage impassible. Et puis après m'avoir raconté le décès de son deuxième enfant d'amyotrophie spinale, elle plonge la main dans son sac parce qu'elle voulait me remettre quelque chose. Elle me dit, voilà, je voudrais, avant de partir, docteur, vous remettre quelque chose. Et elle sort un écrin. Vous savez, l'écrin dans lequel on met les alliances, où on met les bijoux. Et je dis, mais pourquoi vous me donnez cet écrin ? Et j'ouvre l'écrin. C'était l'ombilic clampé de son deuxième enfant décédé. Elle me dit, vous allez faire de la génétique, j'ai pas les prélèvements, je vous apporte l'ombilic de mon deuxième enfant décédé. Et la charge émotionnelle de ces consultations, voilà un exemple, mais c'est tout le temps comme ça, mesdames et messieurs. Donc c'est impossible de faire ce métier si on n'intègre pas cette valence que Claude Risselli a installée dans son service d'emblée, qui est cette humanité qu'appelle à l'évidence les situations dramatiques qu'on connaît. Alors, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, plus on avance en technicité, plus il faut faire preuve d'humanité. Ce n'est pas le contraire. On entend dire de plus en plus de technicité, de moins en moins de médecins, de plus en plus d'ordinateurs, de moins en moins de temps médical. On va gagner du temps médical grâce aux ordinateurs, grâce aux séquenceurs. Mais c'est l'inverse, mesdames et messieurs. S'il y a de plus en plus de technicité, il va falloir de plus en plus d'humanité. On va parler tout à l'heure, en un mot, du génome à $20. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que ça va être une arme de destruction massive? C'est ça le sujet qu'il faudra qu'on traite et qui est complètement un sujet d'imagine. Alors, en consultation, Corinne l'a très bien dit, on passe du temps avec les gens. Ça prend 5 minutes de faire une prise de sang. Le séquençage, c'est une machine qui fait la séquence. Mais ça peut prendre des heures d'expliquer à un couple de quoi il s'agit, ce qu'on peut attendre, ne pas attendre d'un examen. Donc le recueil du consentement éclairé, ce n'est pas un acte trivial qui se fait sur un coin de table. C'est cette part d'humanité qui s'appelle le temps consenti pour faire comprendre aux gens ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller proférer des paroles pronostiques, oraculaires, dramatiques. Il s'agit de leur expliquer où on en est, de ne pas trop dire, de ne pas tout dire, en tout cas pas tout de suite, de ne pas associer systématiquement un diagnostic et un pronostic. Un diagnostic ne dicte pas un pronostic, erreur fatale que font tant de jeunes. Un diagnostic ouvre un cadre dans lequel on va faire de la recherche et ouvre le champ des possibles, qui peut aller jusqu'à la guérison, bien sûr. Et je vois encore trop de gens qui assortissent malheureusement un pronostic sombre à un diagnostic. Alors, ça c'est quelque chose qu'il faut pouvoir apprendre aux étudiants. Et j'ai le regret de vous dire que les internes en génétique se moquent éperdument de cette dimension. Ça ne les intéresse pas. Ils sont fascinés par la technologie, fascinés par l'informatique, par toutes les sciences, mais la part d'humanité est quelque chose qui leur est totalement étranger. Et c'est pourquoi je suis extrêmement heureux et fier qu'on ait depuis 25 ans dans le service de génétique des psys. C'est-à-dire qu'on a inventé la consultation de génétique en binôme. Après tout ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas surpris qu'il y ait une place pour des psys dans les consultations. Pas à côté, pas derrière la porte,
avec le professionnel, pour appréhender toutes les facettes de la complexité d'une situation, et pour se garder de réduire le problème à une question de molécules d'ADN tordues ou mutées. Ce n'est pas le sujet. On ne peut pas réduire un enfant à une molécule d'ADN. C'est plus compliqué que ça. Et donc toute la subjectivité du sujet nécessite beaucoup plus que des compétences en immunologie ou en génétique. Ça nécessite une double écoute du cœur et du corps, du temps et des métiers différents. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des métiers de demain. Les métiers de demain, ceux qu'il faut inventer, je crois que c'est Isabelle qui disait ça, qui parlait des nouveaux métiers. Parmi les nouveaux métiers, il y a des conseillers en génétique, il y a des psychologues dans les constellations de génétique, pour éviter que la génomique dont vous parlez soit une arme de destruction massive. Quelqu'un a posé la question des incidental findings tout à l'heure. Corinne a admirablement bien répondu. C'est une question catastrophique. Si vous imaginiez, mesdames et messieurs, les dégâts que font déjà ces données de séquence délivrées comme ça, cash, sans explication, avec une liste de variants possiblement pathogènes, vous croyez vraiment que c'est faire du bien, ça? Donc c'est ça le sujet. Et avant de conclure, je suis en train de penser, en vous disant cela, à une phrase de l'Ecclésiaste, pour ceux qui lisent ce genre de bouquin. Premier chapitre. Abondance de savoir, abondance de souffrance. Celui qui augmente son savoir augmente aussi ses souffrances. Ça, c'est le quotidien du généticien. Comment dire le minimum, ne pas noircir le tableau, laisser ouvert le champ des possibles. Et ce qui est extraordinaire à imaginer, et ce qui participe du projet thérapeutique, parce qu'on n'a pas d'autre traitement aujourd'hui, c'est l'espoir que suscite la présence des équipes de recherche à nos côtés. C'est ça, le remède aujourd'hui, c'est d'abord de nommer le mal, déjà pas mal, la fin de l'errance diagnostique, et deuxièmement, savoir qu'au 2e, 3e, 4e, 5e étage, il y a des équipes de recherche qui vont peut-être écrire une histoire différente du drame annoncé. Donc chez nous, à Imagine, ou bien on a des médicaments existants qui ont été inventés, ou à tout le moins, la recherche participe pleinement du projet thérapeutique. Les enfants viennent autant pour nous voir que pour rencontrer, entendre et croiser les chercheurs qui vont peut-être écrire pour eux un avenir différent. Et vous voyez, donc je voudrais en rester là parce que j'ai été déjà trop long, mais je crois que c'est à cela que m'invitait à demi-mot Stan. C'est qu'on est un institut pas comme les autres. C'est un institut où coexistent la technicité et l'humanité. Donc les sciences humaines et sociales, elles ont leur place. Et c'est pas une roue de secours, c'est pas la 5e roue du carrosse, les sciences humaines et sociales. C'est notre mission sociétale d'informer de manière juste et précise les citoyens. C'est notre mission de former les étudiants, ceux qui veulent bien entendre ce que je vous dis aujourd'hui, de leur apprendre leur métier, de parler avec bienveillance, de prendre du temps, d'expliquer, de ne pas expédier les questions à la sauvette. Et donc c'est tout ça qui est extrêmement important pour nous, cette alliance de l'écoute du cœur et du corps, et qui nous constitue une injonction de faire de ces sciences humaines et sociales qu'on essaye de créer à Imagine, non pas une science secondaire, mais qui peut être aussi noble, aussi dure, pour parler de sciences dures et molles, aussi dure que les autres. On peut faire de la très bonne sociologie, on peut faire de la psychologie quantitative. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à publier des papiers de psychologie ou de sociologie à Imagine. On n'y arrive pas. Demain, peut-être, on pourra donner à cette discipline qui participe pleinement du projet d'Imagine une part de reconnaissance, de notoriété aussi honorable que les autres sciences dures qui font l'excellence de notre institut. Donc je rêve effectivement de sciences humaines et sociales qui participeraient pleinement de ce projet de l'Institut Imagine, qui est d'informer honnêtement nos concitoyens sur l'état exact de la science face au déferlement de bêtises qu'on lit sur les médias, qui puissent effectivement informer convenablement et honnêtement les citoyens et qui apprennent à parler aux familles. C'est aussi ça, notre mission, d'apprendre à nos jeunes médecins à parler aux familles avec humanité. Merci beaucoup de votre attention. Merci infiniment, Arnold.
nos amis anglais qui sont souvent des modèles en génétique, pas toujours en politique, mais en génétique souvent avaient écrit, tu te souviens, il y a 2 ans, la séquence de nouvelle génération demands, c'est le demande impératif, c'est pas le demande de français, demands, une clinique de nouvelle génération, et pas la disparition de la clinique. Quelques questions pour Arnold, même si on pourrait s'arrêter sur ce point d'orgue. Monsieur. Vous parlez du risque de ce séquencement, enfin de génome à 20 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui pourrait envoyer, et ça se fait déjà aujourd'hui, je crois, pour quelques centaines de dollars ou quoi, envoyer par la poste quelque chose, et les résultats reviendraient avec des annonces catastrophiques pour les gens qui s'écrouleraient psychologiquement en voyant qu'ils vont peut-être mourir dans 6 mois, etc. Comme j'ai cru comprendre que vous étiez déjà mort depuis longtemps, puisque vous avez fait votre propre séquencement et que tout vous disait que peut-être il y avait quelque chose qui ferait que vous ne seriez pas là depuis 10 ans. Mais j'ai été à une autre conférence de vous il n'y a pas longtemps. Non, mais c'est vrai que maintenant, on peut envoyer son... Enfin, moi, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait, mais on peut envoyer son ADN un peu n'importe où et à recevoir des choses qui sont des listes de variants et qui sont difficiles à interpréter, on ne comprend rien. Non, mais il y a par exemple, de temps en temps, je me souviens, on dit il faut que la personne revienne pour les résultats. Il y a des gens qui disent mais vous pouvez bien me le dire par téléphone, etc. Non, on dit non, il n'en est pas question. Alors bon, il y a eu tous les problèmes de la période passée. Non, il n'en est pas question. Il faut revenir, on ne rendra pas de résultats comme ça, entre 2 portes ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a tout plein de choses sur l'annonce, sur toutes ces que l'on met. Arnold a raison, c'est vrai qu'il faut absolument mettre de l'humanité face à l'augmentation de l'informatique, etc. Et c'est pas, effectivement, on va pas être, on met, comme disait un jour un de nos jeunes chercheurs, lui il était là disant mais ça va être génial, vous allez mettre tout dans le truc, on fait comme et il va ressortir le diagnostic. Non, on lui a expliqué, c'est pas tout à fait comme ça qu'on voit les choses. Mais bon. Une question. Alors, j'ai une question pour vous tous, mais avant, simplement dire à Arnold qu'on reçoit beaucoup de commentaires de personnes qui nous envoient des cœurs et qui te remercient de ton écoute et de ta patience et du dialogue que tu as su instaurer avec les familles et les patients. Donc je te ferai part après la conférence de tous les commentaires que je n'aurai pas le temps de lire ce soir. Mais une question pour vous tous. Qu'est-ce que le médecin d'aujourd'hui conseillerait aux jeunes internes que vous étiez, qui peut intéresser également les plus jeunes? Peut-être que... Le plus jeune d'entre nous, Claude Ricci. En réalité, nous l'avons bien dit depuis le début de cette séance, qu'il s'intéresse à la fois à la clinique et à la recherche, qu'il ait pour les familles le respect indispensable et qu'il établisse le dialogue sur lequel Arnold s'est très bien exprimé. Je trouve que les trois ensemble, on le dit depuis le début, finalement, j'ai commencé comme ça, soins, recherche, humanisme. Et c'est ça que je recommanderais. J'étais en train de chercher une conclusion. Je crois qu'elle est toute faite. Soins, recherche, humanisme. C'est un... en génétique, ça peut se dire, on est des héritiers. Mais ça oblige. Ça exige. Et donc j'espère, Claude, qu'on sera à la hauteur de cette vision que vous avez. Non, il faut dépasser. Au moins à la hauteur, ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. Et dans cette vision d'être à la hauteur, je pense que vous avez parlé de sang frais, et on l'a entendu, le sang frais, mais il y a aussi l'air frais. Et donc je voudrais saluer aussi les Amis d'Imagine. Vous êtes notre air frais. On a un institut qui a ouvert ses portes grâce à son architecture, grâce à sa pensée. Et ce creuset ne peut pas être fermé, c'est pas possible. Il doit s'ouvrir, il est ouvert. Vous en êtes les témoins et vous nous donnez aussi des ailes. Donc avec ce
qu'a fait Claude, ce qu'il a pensé pour nous, et ce qu'il continue de penser pour nous. Il m'appelle tous les mois en me disant « T'as pas fait ça ?» Je dis « Oh zut, j'ai encore oublié ça. » Et est-ce que vous êtes, vous, à nous apporter une autre vision de nous? C'est vraiment... je ne sais pas si on ne peut pas perdre, mais en tout cas, on a de forts espoirs de gagner. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à Claude, qu'on va applaudir vraiment.